Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le dimanche 30 juin 2024, il est presque 5h15. Alors aujourd'hui, comme chaque week-end maintenant depuis un petit moment, je fais un weekly review, alors qui aujourd'hui va être également un monthly review et voire même un quarterly review, parce que on arrive en fin de mois, le mois de juin en l'occurrence, et en fin de trimestre, et là en l'occurrence c'est le deuxième trimestre. Donc c'est-à-dire qu'on va attaquer à présent, à partir de demain, le Q3. Alors à partir de demain pour les cryptos, parce que Q3 est déjà clôturé, Q2 pardon est déjà clôturé pour la finance traditionnelle, hein, et ça s'est clôturé vendredi à 17h heure de New York. Donc on peut déjà faire le point sur la finance traditionnelle, et très clairement on peut également faire le point sur l'écosystème crypto, sachant que le CME, quant à lui, est déjà clôturé. Donc on peut regarder ça aussi. Et pour faire un petit peu le point sur ces différentes clôtures, je vais faire appel à un concept sur lequel je reviendrai, mais ce sera une vidéo qui sera réservée au salon VIP, dans lequel je détaillerai un peu plus précisément ces concepts, et notamment les concepts de Quarterly Shift. Le concept de Quarterly Shift est un concept qui est ultra puissant, comme son nom l'indique pas, qui n'est pas réservé au trimestre, hein, quarterly, ça simplement, ça va indiquer que on va pouvoir travailler sur différentes unités temporelles qui peuvent aller de la décade jusqu'à la minute, et qu'on va pouvoir délimiter ces variables temporelles en 4 parties égales, et sur lesquelles on va pouvoir observer des séquences qu'on va retrouver assez souvent. Alors c'est un modèle qui se veut prédictif et qui est pas loin de l'être, très sincèrement. Et donc, en Quarterly Shift, on va observer des séquences qu'on va pouvoir coder de cette façon-là, AMDX ou XAMD. Je reviendrai dessus et je ferai une vidéo dédiée pour les salons VIP, où on discutera de ça. Ça pourrait même peut-être faire l'objet d'un live, on verra. Donc, A qui va signifier accumulation, aussi parler de consolidation, hein. On aura ensuite le M qui va signifier manipulation. C'est des termes que vous avez déjà entendus, hein, et il faut pas, quand on parle de manipulation, il ne faut pas non plus tomber dans le conspirationnisme, hein. Voilà, c'est juste une phase de l'action du prix. Ensuite, D, distribution, et le X, c'est le même X qu'on aura dans le MMXM. Donc là, on sera soit sur une continuation, ou le X peut également, cette fois-ci c'est une variable, hein, vouloir dire reversal. Donc ça, ce sont des phases, hein, des séquences qu'on va pouvoir observer donc en quarterly, c'est-à-dire tous les trimestres, qu'on va pouvoir observer également tous les mois. Si on divise un mois en 4 parties, on va pouvoir l'observer toutes les semaines. Si on divise une journée en 4 parties, on va pouvoir l'observer toutes les 6 heures. Et si on prend 6 heures et qu'on divise ça en 4 parties, donc 6 heures, ça va correspondre aux sessions, hein, en gros. Et si on divise ça en 4 parties, on va se retrouver avec les fameux 90 minutes cycles. Et là, on va pouvoir délimiter comme ça les sessions, et notamment, on va se retrouver sur certaines fenêtres temporelles et certaines séquences du marché qu'on va appeler les macros. Donc c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir tout détailler ici, parce que c'est pas l'objet de cette vidéo, c'est plutôt d'essayer de faire un point un peu sur où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a pu observer sur les 2 trimestres précédents, et en fonction de ces séquences, ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer comme développement pour les trimestres à venir. Alors c'est vrai que ceux qui ont suivi mes reviews savent que voilà ce à quoi je m'attends pour le trimestre, pour les 2 trimestres qui viennent. Moi je m'attendais donc ici à une phase de consolidation, ici à une phase de retest d'une inefficience. Donc là, c'est pas spécifique au Quarterly Shift, hein. Et on voit bien qu'ici, on a eu une jambe, la baissière quand même conséquente, hein, qui a duré donc de septembre 2022 à, on pourrait la faire aller jusqu'à juillet 2023. Donc presque un an. Et cette baisse significative a laissé des inefficiences derrière elle, et notamment celle-ci, qui a été retestée une première fois. Et ça, c'était en octobre 2023. Et depuis ce retest, on peut observer ici à la fois une compression, que j'avais noté ici sur la partie indice, une compression et une consolidation. Et notamment, le gros de cette consolidation, c'est quand même fait sur, c'est là que la fractalité a joué, sur une seconde phase ici d'expansion négative, et là sur une inefficience, en l'occurrence un imbalance. Et on voit bien que le prix, il a eu tendance à venir non seulement combler cette imbalance, mais également à la travailler.
voyez qu'ici, on a eu un gros travail qui a été fait sur cette imbalance ici. Alors, donc, si je reprends ces fameuses séquences-là, le X, ici, il est toujours en lien avec le quarter. Il est toujours en lien avec le quarter, le R, précédent, quel que soit la time frame. Le X ici, il est toujours en lien avec le quarter précédent. Donc, on va y aller sur soit une continuation du quarter précédent, continuation ou un reversal. Donc, si on regarde bien, par exemple, sur Bitcoin, on voit quand même ici que là, on sort, on est toujours on est contraint dans un range, là, depuis qu'on pourrait dater au mois de mars. Janvier, février, mars. Si je me place ici, on voit bien que là, sur le premier trimestre, on était plutôt sur une continuation du quarter précédent. Donc, on pourrait considérer que le premier trimestre, Q1, a été plutôt de l'ordre du X, continuation. Et deuxième quarter, Q2, on peut tout à fait considérer qu'on était plutôt dans un cycle d'accumulation, de consolidation, ce qui pourrait laisser envisager un troisième cycle de manipulation. Et voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Voilà où est-ce qu'on en est sur le Bitcoin. Voilà, si je reviens sur le dollar, où est-ce qu'on en est. Voilà, donc ce qui moi me laisse penser que ce à quoi on pourrait éventuellement s'attendre ici, sur peut-être cet été ou peut-être sur le mois de juillet, à un travail du dollar pour terminer le travail de cette inefficience ici. Et voilà ce que j'avais noté ici il y a déjà un petit moment, hein, ce à quoi je m'attends par la suite. Donc après, il faut quand même bien envisager plusieurs choses. C'est que déjà, ce modèle des quarterly shift, c'est pas un modèle qui est magique, c'est pas le premier jour du trimestre ou d'un quarterly, il va se passer ça précisément. D'accord, c'est-à-dire que ça peut tout à fait être délimité à quelques jours, voire pourquoi pas à une semaine ou deux près. Ça déjà, ça va nous donner des grandes tendances. Ça, c'est une première chose. Ensuite, c'est pas un modèle qui est prédictif à 100%, évidemment, mais ça permet quand même d'anticiper comme des respirations du marché, en fait. Parce que pour moi, le marché, il procède par respiration. Et on le voit bien, et souvent, c'est lorsqu'on s'amuse à changer de time frame qu'on peut parfois observer des choses. Et ça, j'en avais déjà parlé dans un précédent market review, c'est que parfois je m'amuse même à travailler sur des time frames différentes. Il y en a que j'aime bien, par exemple la 37 minutes. Ça permet des fois d'observer des phénomènes qui sont assez intéressants. Pourquoi 37 minutes? Vous prenez 1 heure, 60 minutes, et vous appliquez le ratio de Fibonacci, qui pour moi, le ratio de Fibonacci est comme une sorte de cheat code. Je vais pas aller plus loin dans cette théorie. Moi, j'ai des convictions et je les garde pour moi, mais en tout cas, le 37 minutes m'a souvent permis d'identifier des phases que d'autres time frames ne permettaient pas d'observer. Il y avait le 37 minutes d'une part, et il y avait aussi le 15 heures. Pourquoi le 15 heures? C'est pareil, vous prenez une journée, 24 heures, vous appliquez le ratio le nombre d'or, enfin les 0,618, et ça permet également parfois, c'est pas tout le temps le cas, mais d'observer certaines dynamiques en fait que d'autres variables ne permettent pas d'observer. Bon, ça c'était une petite parenthèse parce que là on est sur un weekly review, donc on va plutôt se focaliser sur donc dynamique trimestrielle. Donc on reste sur le CME. Voilà. Donc ce qu'on voit ici, c'est que voilà ce que laisse le CME derrière lui sur Bitcoin. Il laisse quand même une grosse impulsion qui a commencé, on pourrait considérer qu'elle a commencé en octobre 2023. On a eu 2 trimestres très impulsifs qui sont venus nous prendre un ATH et qui laisse derrière lui, en trimestriel en tout cas, un Low Resistance Liquidity Run. Ici, comme son nom l'indique, un Low Resistance Liquidity Run, c'est-à-dire une prise de liquidité à faible résistance. Voilà, ce qui déjà peut nous permettre de faire le biais que ici on n'a pas trouvé un top de marché. Après, on est en trimestriel, c'est-à-dire que ce top ici, c'est peut-être dans plusieurs trimestres qu'on va venir le revisiter. Moi, je ne crois pas. Mais en tout cas, c'est ce que ça veut dire. On voit ici, par exemple, qu'on avait là un High Resistance Liquidity Run sur cette bougie rouge. En tout cas, en trimestriel. Et on voit qu'il a fallu 2 trimestres pour venir le revisiter. Voilà, ce qui me laisse, moi, penser que là, ici, c'est ce high ici, là. Je pense pas qu'il va falloir attendre plusieurs trimestres pour le revisiter. Je pense que, moi, je crois, c'est mon biais, que c'est avant la fin de l'année qu'on va venir revisiter ce high ici. Mais, pourrait tout à fait rentrer ici, si je reviens à mon seul, dans une phase de manipulation qui pourrait potentiellement nous faire revoir
ce lot ici des 56 700. C'est tout à fait envisageable. Si c'est pas le cas, on pourrait tout à fait ici rebondir dans cette zone. On est dedans et on voit que la mèche ici, l'inefficience qui a été ici, on n'a pas clôturé sous le consequent encroachment de cette mèche. Voilà, on voit bien ici, hein, si je prends les 50% pour l'instant, tout ce qui vient dans cette zone est avalé, absorbé. Mais j'entrevois tout à fait la possibilité que sur un stress du marché, à un moment donné, sur un FUD par exemple, il puisse y avoir une incursion ici dans cette zone. Je ne crois pas qu'on vienne travailler sous ce swing high qui ici en l'occurrence, si je vais en daily, je vais même aller en 4 heures, se trouve être ici un breaker block. Voilà, je ne pense pas. Je pense que cette zone, quoi qu'il arrive, fera résistance et on est au 56 300. Alors, il est bien évident que si on revient dans cette zone de prix, moi j'achèterais. Hein. Donc si je schématise un petit peu ce à quoi on pourrait s'attendre, je vais prendre une charte sur laquelle il n'y a pas trop de dessin. Voilà. En admettant qu'on sorte, qu'on soit bien dans la phase XA, dans la séquence XAMD, dont X qui était une continuation, ensuite une accumulation. On pourrait tout à fait avoir ici une manipulation qui pourrait prendre cette forme-là, c'est-à-dire sous la forme d'un breaker, et ensuite une distribution. Voilà. Et mon biais, moi, c'est qu'on est probablement, alors, soit dans cette zone, soit déjà dans cette zone ici. Je pense qu'on se situe par ici. Et souvent, dans les phases de marché, ce qu'on peut observer, c'est que c'est les moments où on va retrouver des FUD un peu cycliques. Et il y en a un ici qui est revenu, qui pointe son nez régulièrement depuis maintenant 10 ans. C'est le fameux MTGOX, qu'on nous resserre régulièrement. Et là, on vient d'apprendre qu'il allait avoir, que certains allaient pouvoir récupérer leur bitcoin et qu'il fallait s'attendre, comme à chaque fois, c'est toujours un peu le même narratif. Hein. Il y a beaucoup de bitcoins qui vont être libérés sur le marché, les gens vont vendre et ça va faire baisser le marché, blablabla. Voilà. Si vous regardez bien, par le passé, à chaque fois qu'on nous a ressorti ce narratif, ça s'est souvent révélé être un bottom de marché. Vous vérifierez sur votre chart, hein, mais en règle générale, c'est vraiment le truc qu'on nous ressort à chaque fois pour faire peur. Voilà. Et là, on est en plein dedans parce qu'on vient de nous dire que là, début juillet, beaucoup de bitcoins allaient être libérés. Alors c'est peut-être le cas. Si c'est le cas, moi je suis pas sûr que, vu la phase de marché dans laquelle on se trouve, ça fasse l'objet d'une grosse libération, d'une grosse phase de distribution sur Bitcoin. Mais bon, peut-être. Hein. Voilà. Bon, donc ça me fait dire que déjà, d'une part, est-ce que c'est le moment de vendre ici? Moi, je ne crois pas. Après, pour mes convictions, donc je les partage. Je vous dis pas, surtout pas de les suivre. Faites-vous votre propre opinion. Ce qu'on peut observer également, c'est qu'on est là en train de se diriger vers plutôt une zone de peur, hein, sur le marché. Hein. Bon, là, ils indiquent qu'on est plutôt dans une zone neutre, mais il ne faut pas oublier d'où on vient, qu'on n'était pas loin des 80, voire des 90%, et que là, le sentiment est en train de tout doucement de glisser. Et je trouve que je pense que c'est pas anodin que ça arrive à ce moment-là précis du marché. On voit bien. Hein, et que sur les alts, si on garde un peu ce modèle de progression en K, eh ben on a quand même beaucoup d'alts qui sont revenus visiter leur surface d'accumulation, de consolidation, et voire même certaines qui nous ont fait un spring. Là, je pense par exemple à Casper. Si je vais en daily, voilà, on est venu faire un plus bas. On en a pas mal, hein, qui sont un peu dans cette dynamique. Je pense à Aptos. Voilà, on est revenu s'installer dans des zones d'accumulation. Et moi, j'ai plutôt le biais que ce sont des zones qui vont être défendues. Et que là, je pense qu'on est dans un moment du marché où on est peut-être dans des prix qu'on va peut-être pas revoir de sitôt. Ah, je pense à Blockto, par exemple. Qu'est-ce qu'on a? BBL, A0. Faut pas oublier les narratifs qu'on avait sur ces projets. Hein. Ce sont quand même des projets qui sont assez récents. Un projet que je suis depuis qu'il est sorti, c'est ATH. On voit où est-ce qu'on est ici. Pareil, on est en plein dans une surface d'accumulation. Et d'autres qui sont plutôt dans la partie haute du K, comme Angle par exemple. Alors ça, c'est un projet que j'ai call depuis un moment déjà, et qui a eu une bonne phase ici d'expansion. Et là, on voit qu'on est revenu dans une zone d'accumulation qui, à mon avis, alors moyennant peut-être une phase de manipulation pour revenir visiter cette zone, je pense qu'ici on est dans une phase du marché où les prix sont intéressants. Alors, un autre token pour ceux qui sont dans le salon VIP que je suis depuis un moment, c'est Canxium.
Et qu'Axiom, en plus, on a observé là depuis 2-3 semaines des volumes assez conséquents. On a eu à peu près plus 25% de volumes là qui ont été observés à l'occasion de ce spring ici. C'est-à-dire qu'on est venu faire un nouvel ATL. Et si on regarde bien, en 15 minutes, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, on a eu ici un gros displacement là. On est à nouveau rentré dans une phase d'accumulation. Je pense que si on joue sur la fractalité de justement des quaterly shift, je ne serais pas du tout étonné qu'on observe sur ce projet-là quelque chose qui pourrait ressembler à ça et à ça. D'autant que ici, on est sur un breaker en M15. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans des considérations trop détaillées parce que ça, je reprendrai ça avec les salons VIP. Toujours est-il que moi, je pense que là, on arrive sur une phase du marché qui va être extrêmement intéressante et sur laquelle, si vous avez des convictions, il va être intéressant de se positionner. Je ne crois pas que ce soit le moment ici de perdre ses convictions et de songer à revendre quoi que ce soit. Surtout si vous avez observé sur les tokens que vous accumulez des phases de compression, voire même des phases de baisse, je ne crois pas que ce soit le moment ici, surtout avec le FUD ambiant, que ce soit le moment de revendre ou de capituler. C'est ce que le marché essaye régulièrement de nous inviter à faire, et en règle générale, ce sont les moments où on est le plus habité par la peur et le doute. FUD, Fear, Uncertainty et Doubt, donc la peur, l'incertitude et le doute, c'est le moment où on est le plus traversé par ce genre de sentiments qu'il faut justement essayer avoir les mains fortes, je pense. Donc après, je vais pas les passer tous en revue, mais c'est là, on est à un moment justement où vous pouvez peut-être revenir aux fondamentaux des projets, c'est-à-dire la raison pour laquelle vous avez eu envie de vous positionner dessus. Pourquoi est-ce que, par exemple, moi j'ai eu envie de me positionner sur Flix, par exemple, Omniflix, sur Flux, bizarre, mais bon, voilà, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de me positionner sur Osmo, sur l'écosystème Osmosis, et sur d'autres, sur Quant. Ça, c'est vrai que Quant, c'est un projet que je suis depuis très longtemps. Et ce sont justement des moments où il faut quand même se poser la question de c'est quoi les fondamentaux. C'est vrai que l'action du prix est super importante, mais il y a un moment donné où le marché va nous rappeler les fondamentaux de ces projets-là. Et je pense qu'on arrive ici à une phase du marché où ces fondamentaux ils vont ressurgir. Voilà, Entangle par exemple, qui là nous présente quand même une action du prix qui est complètement dégueulasse, et je pense qu'il pourrait nous surprendre. Métis, pareil, etc., etc. Et pour terminer, il y a quand même une dynamique que moi je trouve très intéressante, et là je vais revenir sur une charte en trimestriel, c'est ETH contre BTC. Bon, je vous rappelle pas le narratif des ETF qui vont bientôt commencer à s'échanger, et regardez bien ce que la charte en trimestriel nous permet d'observer. Et je pense que c'est très parlant. Regardez ce que le prix est venu visiter et à quel endroit il est venu rebondir. Qu'est-ce qu'on a ici? La charte ETH-BTC est venue combler, mais par une mèche, la dernière inefficience qu'on pouvait avoir ici en trimestriel. Alors, je vais enlever les indicateurs, voilà. Précisément, vous voyez, on avait ici une zone d'imbalance là, donc en échelle de temps trimestrielle. Et ici, cette mèche, sur quoi elle est venue rebondir? Et là, cette fois-ci, je vais aller en weekly sur un breaker block. On voit bien ici, si je prends la dernière bougie haussière de cet order block, elle est ici. Alors après, il faut faire attention parce que on pourrait tout à fait, malgré tout, avoir quand même avoir une jambe qui vient retester cette inefficience ici. Mais je pense qu'en termes de dynamique de prix, si le bottom n'est pas là, on n'en est pas loin. On pourrait tout à fait aussi revenir retester cette jambe haussière, cette jambe impulsive daily. Mais la fractalité fait que je reviens en trimestriel. Ici, on vient retester cette inefficience. En monthly, pareil, on est venu retester une inefficience ici. En weekly, on a un rejet sur un breaker block bullish. En daily, on a un rejet sur un breaker block daily également. Et en 4 heures, je vais aller en 1 heure, je crois qu'on l'observe bien, on le voit bien en 1 heure. On voit bien que ici, le prix a été rejeté également. Et là, qu'est-ce qu'on peut observer? Cette fois-ci en 15 minutes, un breaker block également. Et alors après, le prix peut tout à fait venir faire une petite incursion dans cette zone, mais en tout cas, la fractalité me laisse penser que on est rentré dans une phase d'expansion ici sur Ethereum contre Bitcoin. Donc une phase d'expansion qui est précédée par une phase de manipulation, et
Elle est peut-être pas terminée, mais en tout cas, on peut l'observer ici. Consolidation, manipulation, expansion. Voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que je crois que c'était suffisamment long. Je reprendrai tout ça en détail avec les salons VIP dans les jours qui viennent, et puis on reviendra aussi sur ce phénomène de Quarterly Shift plus en détail. Je rappelle à ceux qui ne sont pas dans le salon VIP qu'on a ouvert un service de copy trading. Pour l'instant, c'est sur liste d'attente, c'est une phase pilote, hein, donc actuellement il est en pause parce qu'on a des petits ajustements à faire, mais que cette pause ne devrait pas durer très longtemps. Personnellement, moi, je m'occupe plutôt de la partie algorithmique, hein, donc ce sont des bots qui travaillent et qui travaillent bien, qui sont efficaces. On a une partie day trading qui est également en développement, et puis on va très bientôt aussi proposer d'autres déclinaisons à ce service de copy trading, parce qu'à partir du moment où l'outil est développé, on pourra proposer également d'autres services. Donc je vous mets en description tous les liens, hein, qui vous permettront d'accéder à ces différents services, sachant qu'à partir du moment où vous êtes éligible au copy trading, eh ben, ça veut dire que vous aurez du volume, et ce volume d'échange vous permettra d'accéder également au salon VIP. Tout ça gratuitement, parce que ça va rien vous coûter. Il faut quand même malgré tout pas oublier que le trading reste une activité qui est risquée, donc il faut gérer évidemment votre risque. Les traders qui travaillent sur ce service de copy trading, évidemment, ils vont gérer le risque à l'intérieur du capital qu'ils ont en gestion, mais c'est évidemment à vous de gérer le risque que vous mettez dans ces stratégies de copy trading. Donc il est bien évident que ça, on peut pas le faire à votre place, on peut pas le vérifier à votre place, mais n'allez pas mettre un pourcentage important de votre capital dans une stratégie de copy trading. On fait pas ça. Donc si vous mettez 1% ou 2% ou 3% maximum de votre capital dans une stratégie, ça peut s'envisager. Au-delà, c'est risqué, parce que il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se passer un Black Swan, il peut se passer parfois des séries perdantes. Ça peut arriver même aux très bons traders. Des fois, ils rentrent dans un losing streak. Et ce qui est important, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une stratégie qui a un ratio risque de 2 pour 1, elle commence à être gagnante à partir de 35% environ. À 33%, elle est à l'équilibre, et elle commence à être gagnant à partir de 35%, 40% on va dire. 40%, ça veut quand même dire à peu près, ça veut dire que une stratégie peut tout à fait avoir 2 trades perdants sur 3 et être à l'équilibre. Donc à un trade perdant sur 2, être gagnante. Voilà, il ne faut pas oublier ça. L'objectif de ces stratégies, la plupart, hein, que ce soit les bots automatisés ou les stratégies de day trading, l'objectif c'est d'arriver en fin d'année à des gains d'environ 20%. Voilà, c'est à peu près, ce sont des objectifs qui, je pense, sont raisonnables. Bon, on en reparle avec plaisir dans le salon VIP. Venez nous rejoindre, et je vous souhaite une bonne semaine.